Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand entretien d'In Tenebris. Un grand entretien qui s'annonce dense, tant j'ai listé de questions à mon invitée du jour, la docteure en neurosciences et psychologue clinicienne Nadia Guerwaou, qui a sorti il y a quelques mois aux éditions Erol un ouvrage que je trouve essentiel en 2026, à l'heure où les IA ont définitivement pris leur place dans nos vies. Il s'appelle « Notre cerveau sous influence, comment les IA génératives modèlent nos émotions et façonnent nos sociétés ». Nadia, ton livre explore en somme les conséquences des IA génératives sur notre cognition, mais plus largement, je dirais, sur notre nature, la nature humaine. Alors, je ne sais pas si je suis ressortie de cette lecture optimiste ou pessimiste, mais c'est justement en ça que j'ai trouvé ton livre vraiment très bien mené. Tu t'appuies sur la science puisque tu es une scientifique. Et la science, dans ce cas précis, elle nous dit des choses complexes qui sont loin des discours caricaturaux qu'on entend hélas trop souvent aujourd'hui, notamment dans les médias. Pour préciser un petit peu ton champ de recherche spécifique, tu es l'autrice d'une thèse sur les filtres vocaux et tu travailles notamment sur les transformations de la voix dans le traitement du stress post-traumatique. Enfin, tu enseignes la neuroéthique, l'éthique des systèmes d'IA, la philosophie de l'innovation et tu as signé plusieurs tribunes sur les enjeux de l'IA dans nos sociétés, notamment dans Le Monde et dans l'IB. Nadia, compte tenu de ton sujet d'étude, l'influence des IA génératives sur nos émotions et par extension, donc je le disais en introduction, notre nature humaine, donc nos sociétés, quelle est la question, c'est ce que je me suis demandé en tout premier, quelle est la question qu'on te pose le plus souvent, c'est-à-dire quelle est l'inquiétude liée à l'IA la plus présente selon toi chez les gens que tu rencontres et que tu côtoies ? Alors, bonjour, déjà, merci de l'invitation. Alors, je ne sais pas s'il y a une question fondamentale, mais j'ai l'impression que celle qui est assez présente dans le débat, c'est une question qui me paraît en plus ne pas forcément être la plus fructueuse pour réfléchir à ce qui peut-être se joue avec ces technologies qui sont maintenant très présentes au sein de notre quotidien. C'est la question de la perte de nos compétences en fait. Disons que c'est l'axe majeur. Est-ce que, pour faire clair, est-ce que ChatGPT va nous rendre débiles ? C'est un peu la question classique. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. C'est une inquiétude qui revient assez souvent ou qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand j'utilise Claude ou une IA conversationnelle ? Ça, c'est vraiment la question qui me semble être la plus prégnante un peu dans les discours et souvent les discours inquiets parce que ça va un peu ensemble, je trouve, avec ces technologies. Sachant qu'en plus, j'ai l'impression que cette question-là, elle est souvent posée par des gens qui ont déjà un certain âge, donc qui n'ont pas évolué avec les IA. Et c'est une question qui est souvent dirigée vers les jeunes générations. Donc c'est plus, j'ai le sentiment, est-ce que les IA vont nous rendre débiles, mais est-ce que les IA vont rendre les jeunes débiles ? Oui, en plus. Ouais. Ouais. Tu fais très bien de préciser. C'est clairement cette question-là qui est en toile de fond. C'est dans quelle mesure les IA, comme les réseaux sociaux avant eux, vont faire perdre aux jeunes leurs compétences. Quand je dis que ce n'est pas la question la plus fructueuse, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa raison d'être et que cette idée de l'émergence, des conditions d'émergence de certaines compétences ou même de certaines vertus aussi dont je parle dans le livre, n'est pas une question essentielle aussi à se poser. En revanche, je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qui nous invite à poser cette question plutôt qu'une autre ? Qu'est-ce qui fait que c'est la grille de lecture principale des effets de ces technologies ? Tu ouvres ton livre par une réflexion que je trouve indispensable pour commencer notre entretien. Nous n'avons pas su anticiper l'effet de l'hyperconnexion et des réseaux sociaux sur notre vie affective et psychique. Nous reproduisons le même aveuglement avec les IA génératives. Donc ça, c'est ce que tu dis relativement au début de ton livre. Et tu poses ensuite une grande question à laquelle tu vas répondre quand même assez concrètement tout au long de ton analyse. Que se passe-t-il en nous lorsque nous utilisons les IA génératives ou
peut-être qu'on peut nuancer lorsque celles-ci sont utilisées sur nous. On comprendra un peu pourquoi durant notre entretien. Donc par en nous, tu entends tout particulièrement dans notre champ émotionnel, dans notre sensibilité elle-même, et c'est ça qui est aussi au cœur de ton ouvrage. Oui, alors c'est vraiment la grande question parce qu'en fait, elle est pas, elle est rarement posée comme ça. Moi, je trouve qu'elle est un peu en filigrane de beaucoup de discours, justement, notamment des discours un peu anxieux dont on parlait, en tout cas des prises de parole assez inquiètes. Mais ce qui me semblait manquer, en tout cas au moment où j'ai entamé l'écriture du livre, c'est un ouvrage qui vise vraiment à adresser cette question avec toute la complexité aussi en fait de la question, de ce qu'il faut aussi aller mobiliser comme connaissances, comme travaux qui sont pour certains en cours ou d'autres qui appartiennent à différentes disciplines pour essayer d'adresser la question dans son ensemble. Mmh. Et mon idée aussi, c'était de prendre en compte la sensibilité, parce qu'on a un peu tendance à faire une espèce de partition, opposition entre l'intelligible, donc le monde de la raison, et finalement le sensible, les émotions. Alors qu'en fait, la plupart du temps, les émotions, elles sont partout. C'est-à-dire quand on prend des décisions, quand on évalue la pertinence d'un choix, pour énormément de processus et de compétences qui peuvent être considérées comme des compétences de l'ordre de la raison Mmh. pure, pour lesquelles il faudrait justement se débarrasser des émotions pour être efficace. En réalité, on a des émotions, l'expression des émotions, de nos affects, qui est un peu partout dans ces différentes sphères de notre vie. Donc j'avais envie aussi de remettre, de redonner de l'importance aux affects, et en particulier parce qu'on est en plus sur des technologies qui, même si elles ne le disent pas de manière directe, en réalité visent nos affects. Mmh. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que tu parles de cette opposition encore très manichéenne entre raison, enfin intelligence, intelligible et émotion. D'ailleurs, aussi, tu le dis à plusieurs reprises entre nature et culture, mais ça Ouais. aussi, on en reparlera. Mm. C'est des clichés, un cliché qui est un peu vieux comme le monde, et pourtant, on se rend compte que même malgré l'essor des neurosciences, ça continue à avoir la dent dure. Ouais, ça continue. Et, et d'ailleurs, c'est très lié à ce que tu disais en introduction, c'est qu'en fait, voilà, c'est pas un livre uniquement sur une technologie, Mmh. c'est vraiment aussi un livre sur nous en tant qu'humains et aussi sur nos sociétés. Et la question que je pose à chaque fois, c'est finalement choisir d'utiliser un certain type de technologie, choisir de concevoir un certain type de technologie, ça dit aussi beaucoup de ce que l'on a comme perception de l'humain, surtout quand il s'agit de technologies qui sont dites d'augmentation, qui sont là pour nous optimiser. Et donc s'il y a une idée d'optimisation de soi, c'est vers un certain objectif qui est un idéal. Donc quel est l'idéal, quel est l'être humain idéal selon nous? Eh bien, c'est un être humain, notamment, qui contrôle ses passions, qui... En plus, on est vraiment dans une société de plus en plus, alors j'en parle, mais très brièvement dans le livre, mais qui nous incite à contrôler de plus en plus l'image que l'on donne à voir de soi, la présentation de soi. Les émotions sont toujours considérées comme quelque chose qu'il faudrait réfréner, réprimer, contrôler, gérer, j'aime pas du tout ce mot. Donc on a bien évidemment des technologies qui permettent de le faire en fait. Donc ça Mmh. dit beaucoup, et je pense que pour se questionner sur les technologies, on ne peut pas faire l'impasse de se questionner aussi sur quelle est notre définition en fait en toile de fond de l'être humain. Oui. Et pourtant, paradoxalement, j'ai le sentiment qu'on est dans une société où l'émotion occupe une place importante, où c'est l'émotion qui fait réagir Ouais. avant parfois le raisonnement. Là, pour le coup, je Mm. fais moi-même cette nuance, cette opposition. Donc c'est comme s'il fallait faire rentrer ces émotions dans un moule, mais ces émotions-là, elles s'expriment pleinement. Oui, en fait, il y a quelque chose de tout à fait paradoxal, mais je veux dire, des formes d'injonction paradoxales dans notre société, il y en a plein. Oui. Et effectivement, mais en fait, ça a toujours été le cas. Si on pense à la politique, et j'en parle un peu notamment dans le On va livre, en parler un peu. voilà, sans rentrer dans le détail, en fait, il y a toujours eu à la fois cette idée, enfin, ça date d'il y a très longtemps, hein, même depuis les philosophes de l'Antiquité, cette idée qu'il faudrait contrôler ses affects et certains affects, et en même temps
le fait qu'on sait très bien que on va mobiliser les gens par l'affect. Donc il y a vraiment Oui, les c'est deux ça, en c'est fait qu'il faut exactement ça. tenir en même temps. Donc on va revenir plus en profondeur là-dessus, mais je voulais aussi commencer avec ta spécialité. Donc tu es spécialiste de l'impact de la voix sur la psychologie humaine. Et la voix, c'est justement, tu l'expliques, l'une des nouvelles cibles de l'IA. Alors pour le moment, j'ai le sentiment qu'on n'est pas totalement familier de cette innovation technologique. On imagine quelle forme ça peut prendre, mais c'est pas encore complètement ancré dans nos quotidiens. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont l'IA va occuper le terrain vocal, si je peux appeler ça comme ça? Ouais, complètement. Effectivement, je parle de ça parce qu'on a vraiment tendance à considérer que le visuel prend en fait un peu toute la place et donc je fais référence aussi beaucoup à l'histoire des sensibilités, l'histoire des émotions pour remettre un peu en perspective cette idée en fait que ça n'a pas, c'est pas quelque chose qui serait naturel ou je sais pas inné que le visuel prenne plus de place dans nos vies. En réalité, c'est quelque chose qui a évolué et la voix, à mon sens, c'est parmi un peu les signaux faibles de ces dernières années, en train d'occuper de plus en plus de terrain. Et notamment, quand je regarde un peu ce qui se passe du côté des IA génératives, on voit très bien depuis quelques années qu'il y a un effort conséquent qui est fait pour rendre plus humaines les voix synthétiques. Avec notamment sur ce marché-là OpenAI qui a investi beaucoup pour que la voix de son IA conversationnelle sonne de manière la plus humaine possible. Et pour faire ça, en fait, pour faire sonner humain, il faut conférer une expressivité émotionnelle à des voix qui sont synthétiques. Et en plus, il y avait eu toute une histoire aussi autour de la voix, je ne sais pas si tu avais suivi, mais la voix qu'OpenAI avait développée, en réalité, c'est une voix qui est très très proche de celle de Scarlett Johansson. Je me Donc, souviens voilà, de ce conflit. il y avait eu ce conflit-là, donc il y a vraiment l'idée, donc c'était assez intelligent de la part d'OpenAI de faire ça, c'est-à-dire aller aussi en même temps convoquer un imaginaire très fort, celui du film Her, et dans cet imaginaire, il y avait déjà l'idée qu'on puisse se lier émotionnellement à une voix synthétique. Donc c'est pas un hasard aussi d'être allé chercher ce genre d'imaginaire-là. Sachant que Scarlett Johansson, avec un immense talent d'actrice, mais elle est aussi connue pour ce grain de voix particulièrement sexy qui répond aussi à des normes hétérosexuées. Et voilà, on peut imaginer ce qu'il en découle. Ben oui, et évidemment, c'est pour ça que à de nombreuses reprises dans le livre, je parle des standards, et ça, je pense qu'on développera un peu. Mais donc ces choix qui sont faits, des choix qui sont esthétiques, qui peuvent nous apparaître comme étant neutres, en réalité, ils ne le sont pas du tout. Ils vont véhiculer une certaine norme du beau, du désirable, et qui ne concernent pas que le grain de voix, dans le sens où voilà, c'est une voix qui est considérée comme sexy, mais qui concerne aussi la tonalité émotionnelle qui est celle finalement qu'il faut privilégier. Donc parmi les voix synthétiques, mais dans le propos de mon livre, l'idée c'est qu'en fait, finalement, cette espèce de normativité, elle ne va pas uniquement se cantonner au domaine de l'artificiel et du synthétique, mais petit à petit s'élargir, s'étendre, voilà, un peu de la même manière qu'on a pu voir déjà ce genre de mécanisme opérer avec les réseaux sociaux, les filtres numériques, les filtres de beauté, ce genre de choses. Oui, ce que tu expliques, c'est que quand on a tellement l'habitude maintenant de se voir à travers un filtre ou de se mettre en scène sur nos réseaux sociaux que notre personne réelle, physique, et notre vie elle-même doivent être à l'image de ce que l'écran nous renvoie. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Justement, donc pour bien préciser cette histoire d'IA vocale, moi j'ai appris dans ton livre qu'il y avait des startups, notamment une startup française comme Alta Voce ou encore la new-yorkaise Yume AI, qui ont développé des systèmes en fait de modification de la voix. Alors,
Il y a aussi SoftBank, qui est une grosse entreprise japonaise, en gros, qui travaille sur la régulation des émotions par la voix. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce Oui, qu'il en est et où ouais. ça en est surtout? Alors là-dessus, effectivement, dans le livre, je vais mobiliser à la fois des technologies qui nous sont familières maintenant, donc comme les IA conversationnelles, mais d'autres technologies qui sont, je dis un peu encore au seuil de notre société, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore complètement généralisées, mais on commence un peu à en parler et ça me paraît assez important dans toute la démarche du livre d'aller voir ce qui n'est pas encore là parce que par rapport à ces technologies-là, ce qu'on dit très souvent, c'est qu'en fait, finalement, notre marge de manœuvre et de décision, elle est très réduite parce que les technologies sont déjà là et que c'est toujours compliqué finalement de choisir ou pas de les utiliser parce que un peu le discours habituel de l'inéluctabilité en fait de la chose. Alors que là, effectivement, sur des technologies comme celle que tu viens de nommer, on est encore à un stade d'avancement qui nous permet de réfléchir et d'essayer d'anticiper ce que ça pourrait donner si ça se généralisait au sein de la société. Et donc, pour entrer un peu dans le détail, moi, je commence le livre avec une technologie qui est développée par le géant des télécoms japonais SoftBank, dont on a entendu pas mal parler il y a quelque temps parce que son président a annoncé des investissements colossaux dans des infrastructures d'IA en France. Donc, c'est pas uniquement un géant des télécoms très très loin de nous. En réalité, tout ce domaine-là, il est très mondialisé. Et en fait, ce que propose SoftBank, c'est un dispositif qu'il a appelé Emotion Counseling Voice Conversation Engine, ou le petit nom, heureusement entre-temps ils ont sorti un petit nom, c'est Soft Voice. D'accord. Donc l'idée de Soft Voice, c'est de gommer en temps réel la colère qui est exprimée dans la voix, dans le cadre des call centers. Donc la colère qui est visée, c'est la colère des clients mécontents. Dans l'idée que ça affecte les employés. Ses employés. Voilà, parce que ce dispositif-là, Soft Voice, il est présenté comme un dispositif qui vient répondre à un problème qui est réel de harcèlement en fait vécu par les employés de ces entreprises de call center tout au long de la journée en fait par les clients qui malheureusement s'expriment de plus en plus mal et vont être très très véhéments. Et il y a vraiment des problèmes de santé mentale au Japon chez toute cette partie de travailleurs en fait. Et donc SoftBank propose un technofix, voilà, une solution technique à un problème qui est un problème de société et explique que l'IA sera en fait un bouclier pour ses employés. Donc il y a vraiment cette dimension de bien-être, d'une technologie au service finalement des employés qui va les aider. Et ce qu'il y a aussi derrière en fait ce type de technologie qui vise à paramétrer via des algorithmes l'expression de nos émotions. Donc pour préciser, pour bien comprendre, on imagine un coup de fil entre un opérateur qui vient vendre un produit, donc qui téléphone à quelqu'un. La personne au bout du fil s'agace, ce qui est aussi une colère légitime. On parlera de la colère tout à l'heure aussi, mais puisqu'on est quand même soumis tous en Europe aussi, en France, à des appels incessants. Et ça peut être aussi très énervant. Donc admettons, cette personne s'énerve. En temps réel, il y a un filtre vocal qui vient s'appliquer. Donc ce qu'entend l'opérateur, c'est le même discours, les mêmes mots, mais dit sur un ton calme. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils ne vont pas, apparemment, ne vont pas gommer complètement toutes les dimensions, un peu toute la tonalité émotionnelle, mais ils vont quand même appliquer un filtre qui va la réduire énormément. Oui. Donc, l'idée, effectivement, c'est que le contenu verbal du discours ne change pas, mais le ton, ce qu'on appelle le paralinguistique, ce qui est extrêmement important, parce qu'on le sait, on peut dire une chose sur un ton et un autre, et finalement le sens n'est pas du tout le même. Là, va être complètement modifié, paramétré, pour justement s'assurer de cette bulle de bien-être qui est créée artificiellement, technologiquement, par ces technologies. Et derrière ça, il y a quand même l'idée d'un management de nos émotions, avec des émotions qu'il s'agirait de gommer, et d'autres qu'il s'agirait d'amplifier, parce que tout à l'heure, tu parlais d'autres dispositifs, d'autres startups. Dans d'autres startups, l'idée, c'est de créer des sourires artificiels, cette fois-ci, avec, encore une fois, en toile de fond, le fait que les émotions positives font
sont des espèces de lubrifiants de nos interactions sociales et que si on crée de faux sourires, il va y avoir des interactions qui vont se passer de la meilleure des manières. Donc là encore, par exemple, dans le cadre du travail, d'une visioconférence, on n'est plus jamais déprimé à l'écran, quoi. Ah, voilà, on n'a plus besoin de faire ce travail affectif parce que le travail émotionnel, c'est quelque chose qui existe. Et en plus, il est plus ou moins exigeant selon qui on est. On sait notamment qu'on demande beaucoup aux femmes de sourire. On leur demande aussi, ça on en parlera, de se comporter d'une certaine manière relativement à la colère. Donc, quelque part, ce travail, il est effectivement fatigant, pesant. Donc, on peut trouver des justifications au fait d'utiliser ce type-là de technologie. Mais il n'empêche que ça a des conséquences sur nous individuellement et aussi au niveau sociétal. Et c'est ça que j'essaie un peu d'adresser dans le livre. Au même titre que ces outils existent déjà depuis longtemps, mais on n'est plus obligé de s'apprêter, de se maquiller quand on lance une visio. On peut s'appliquer directement des filtres de maquillage. Là encore, donc, à destination des femmes. Voilà, donc on est dans une forme de désengagement, tu disais, dans ce type de contexte. Alors, donc, on en parle, donc avant la voix, il y a ces expressions du visage qui, à travers les filtres, donc, ont été investies par l'IA. On a peut-être plus de recul, donc est-ce qu'on peut déjà y voir quelques conséquences ? Oui, alors sur justement l'idée, c'est que comme il y a pas mal de technologies qui viennent d'arriver, dont je parle dans le livre, j'essaie aussi, pour donner un peu de l'ancrage aux lecteurs et lectrices, de parler de choses qu'ils connaissent un peu déjà, qu'ils ont peut-être pu pratiquer, et aussi sur lesquelles on a un petit peu de recul pour savoir ce que ça a pu avoir comme conséquence sur nous. Et donc je prends l'exemple des filtres de beauté, et ce qu'on a pu constater, c'est qu'en effet, transformer la présentation de soi dans le monde numérique, donc qui est considéré ne pas être le monde réel, mais ça on verra que ce qui se joue en fait m'invite de plus en plus à me poser la question de cette frontière entre le réel et l'artificiel. Oui. Mais ce qu'on voit en fait, c'est qu'effectivement transformer son image, son visage sur les réseaux sociaux avec des filtres de beauté, ça a un effet sur l'image que je me fais de moi, sur la perception de moi qui se crée à travers, donc qui se négocie à travers plusieurs choses. Et donc on a vu apparaître des phénomènes type dysmorphie, qu'on a pu appeler dysmorphie du selfie, dysmorphie Snapchat, en fait en lien avec les filtres qui étaient proposés. Le fait que c'était quand même lié à la prégnance, enfin voilà, la fréquence avec laquelle ces technologies étaient utilisées, l'état mental en fait qui allait expliquer en fait pourquoi on allait faire cet usage. Donc plus on avait derrière la tête l'idée d'un contrôle de soi, plus en fait ces usages allaient être néfastes sur la santé mentale, avec des cas assez extrêmes qui allaient de plus en plus jusqu'au fait de faire des demandes de transformation de son physique biologique, on va dire, pour pas dire réel, son physique biologique, pour se conformer à l'image de soi qui était filtrée. Donc ça, c'était vraiment avec les filtres de beauté. Il y a des témoignages de plus en plus documentés de chirurgiens esthétiques qui expliquaient qu'ils ont vu un vrai changement entre le moment où leurs patients et patientes venaient en cabinet avec des photos un peu de stars, voilà, de gens connus, et qui allaient leur dire « moi je voudrais ressembler, je sais pas, avoir le nez de telle ou telle personne admirée ». Là, ils ont vu une forme de glissement plutôt vers des demandes de personnes qui arrivaient avec leur image, leur selfie filtrée, en demandant, voilà, je voudrais ressembler plus à ça. Et dernier changement en date depuis l'écriture du livre, mais que j'avais un peu anticipé justement dans le livre, c'est que maintenant les personnes viennent avec leur visage généré par IA, parce que je ne sais pas si tu as vu, il y a un peu il y avait cette trend il y a un moment de dire en fait plus besoin de passer par un studio photo, vous faites un selfie de vous et puis ça nous génère un package de photos. Voilà, studio, on prompte et puis on peut dire on peut demander dans ces cas-là des petites aménagements de soi pour correspondre à ce qui nous plaît plus. Et donc maintenant, c'est avec ce visage IA optimisé de soi que les personnes vont aussi se rendre aussi chez les chirurgiens esthétiques. Et d'ailleurs, j'ai appris que c'est un phénomène qui ne touche pas que les femmes, même si ça a été
peut-être chronologiquement d'abord, donc les Ouais. femmes, Mm. mais dernièrement, j'ai vu toutes ces histoires de jawline Oui. chez les hommes Ouais. qui veulent cette mâchoire carrée, virile, Ouais. qui est prônée dans les milieux masculins. Ouais. Donc voilà, c'est pour le coup, là, on est vraiment sur la globalité de la population. Donc justement, tu disais à quel point on ne peut plus aujourd'hui faire de distinguo marqué entre notre personne réelle et notre personne virtuelle. Dans ton livre, tu caractérises ce gommage, on va dire, de la frontière par une expression qui est l'externalisation de soi. Oui, oui, en fait, j'essaie vraiment tout au long du livre, parce qu'en fait, le livre, c'est vraiment une réflexion que j'essaie de faire avec les lectrices et les lecteurs sur ces questions. Et l'idée, c'est aussi petit à petit de réfléchir à des concepts, des métaphores qui permettent de mieux saisir ce qui est en train de se transformer, justement, les effets, ce qui se passe en nous, en fait, avec l'émergence et la généralisation de ces technologies. Et donc, pour comprendre un peu ça, effectivement, je propose le concept aussi d'hyperbody, qui est l'idée, en fait, que notre corps, en tout cas nos modèles psychologiques, nos modèles mentaux de notre corps, se jouent à la fois avec notre soi biologique, notre corps biologique, mais aussi avec l'image de soi qui est effectivement de plus en plus externalisée dans le monde numérique. Mais ce n'est pas que l'image. Tu expliques aussi qu'il y a une externalisation, une extériorisation d'une partie de nos émotions. Oui, oui, oui. Alors ça, effectivement, si on passe du côté, voilà, qu'on va un peu plus loin que le corps, effectivement, il y a cette externalisation petit à petit de nos affects à ces technologies. Je pense qu'on le comprend très bien avec des technologies du type soft voice ou d'autres technologies qui permettent petit à petit de faire ce contrôle de nos émotions. Ce dont on parlait juste avant. Voilà, d'exprimer à notre place nos émotions. Et si on pense à des technologies qui nous sont plus familières comme ChatGPT, de plus en plus, on peut demander, voilà, que ce soit ChatGPT ou Claude, on peut demander d'écrire un mail qui va respecter une certaine tonalité émotionnelle. Dans le cadre professionnel, par exemple, voilà, est-ce que tu peux rédiger un mail qui soit professionnel et bienveillant, notamment, ou qui sonne empathique, ce genre de choses. En fait, on peut complètement crafter un peu, voilà, son email pour qu'il soit parfaitement optimisé pour le contexte, le destinataire ou la destinataire. Donc il y a vraiment cette idée de l'expression de nos émotions qui est externalisée, mais aussi la compréhension, l'interprétation des émotions. Parce que de plus en plus, notamment quand je faisais un peu, voilà, en pleine promo du livre, j'avais beaucoup d'échanges avec des journalistes ou dans des conférences où je posais la question, je leur disais, est-ce que ça vous parle quand je parle d'externalisation de nos émotions avec des technologies comme les IA conversationnelles? De prime abord, pas du tout. Parce qu'en fait, de toute façon, pour réfléchir à une question, il faut qu'elle soit posée et qu'elle fasse partie un peu du débat et de la grille de réflexion qu'on nous propose. C'est pas trop le cas. Mais quand on va creuser, finalement, de plus en plus, j'avais des exemples et des personnes qui me disaient « Mais oui, en fait, il m'arrive de copier-coller un mail ou un message, un texto que j'ai reçu, pour lequel je suis pas trop sûre, notamment dans des cas un peu où on se demande si c'est pas un peu passif-agressif. Enfin voilà, sur des émotions qui sont un peu ambiguës ou des états mentaux de son interlocuteur un peu ambigu, hop, un petit copier-coller, on le met dans Claude ou ChatGPT ou autre, hein, Gemini, et on pose la question, est-ce que d'après toi, voilà, cette personne ressent bien ça, des choses comme ça. Donc comme si l'IA était plus à même de décrypter les émotions humaines que nous. Oui, mais en fait, c'est pas si étonnant parce que décrypter l'émotion d'un interlocuteur ou une interlocutrice, c'est pas simple. C'est quand même quelque chose d'ambigu. Souvent, on fait appel dans des situations où on n'est pas trop sûr. On peut faire appel à des amis, dire alors j'ai reçu ce message, qu'est-ce que tu T'en penses quoi? Ouais. Voilà. Et beaucoup aussi dans les relations personnelles, un peu romantiques, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment le genre de conversation qu'on connaît tous et toutes en fait. Et là, ce genre de doute, en fait, on va le lever grâce à ces technologies qu'on pense être capable de lire mieux que nous, en tout cas les émotions.
Donc effectivement, quand on a des exemples concrets, on arrive à bien se figurer Ouais. ce que c'est que l'externalisation de soi. Alors, il y a un passage dans ton livre que j'ai trouvé très intéressant, parce que j'avais déjà lu des choses là-dessus, mais c'est bien expliqué. Donc, tu expliques que la crainte de la perte de nos facultés n'est pas nouvelle et que l'écriture, notamment, est un exemple de transformation anthropologique liée à une technologie, puisque c'en est une, dont on peut aujourd'hui mesurer les effets avec le recul nécessaire. Et tu dis, par exemple, seul le recul millénaire que nous avons face à cette technologie nous permet d'observer que de même que l'écriture est bien associée à une diminution de nos capacités mnésiques, donc de la mémoire, car suppléée par des prothèses mentales telles que le carnet d'auto ou plus récemment les applications de prise de notes sur nos smartphones, elle a permis le développement d'autres compétences cognitives tout aussi essentielles. Tu parles aussi d'un effet, pour le coup, dont j'ignorais l'existence. Face à l'omniprésence des moteurs de recherche, nous aurions tendance à moins mémoriser les informations elles-mêmes et davantage l'endroit où les retrouver, un phénomène baptisé effet Google. Donc ce qu'on constate dans ce que tu dis, c'est que l'apparition de l'écriture, probablement de l'imprimerie aussi, et puis plus tard des applications de notes, d'Internet, a peut-être diminué certaines de nos capacités, en l'occurrence la mémoire, mais a permis le développement d'autres capacités. Oui, tout à fait. Et je pense que ça, c'est vraiment important d'avoir cette idée d'une reconfiguration, parce que ce que j'abordais déjà en tout début d'entretien, c'est finalement, face à ces technologies, on a une seule forme de lecture, en tout cas une qui est qui est vraiment dominante, c'est l'idée d'une atrophie, d'une perte de nos compétences. C'est-à-dire, à mesure qu'on externalise nos compétences, en fait, on ne pense qu'à une chose, que le cerveau serait une forme de muscle et que finalement, si on n'utilise pas nos compétences, ce muscle va s'atrophier, on sera plus incapable de faire quoi que ce soit. L'effet dont tu parlais sur la mémorisation de l'information et de la source, là, en fait, l'effet Google, lorsque cette étude est sortie, il y a eu un peu les mêmes gros titres qu'on a eu avec ChatGPT, c'est Google va nous rendre stupides. Oui. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est pour ça que je parle à un moment de grille morale quand il s'agit de réfléchir aux effets que ces technologies ont ou pas sur nous. Et donc vraiment l'idée, c'est d'élargir le propos pour mieux comprendre ce qui se passe et donc ne pas parler uniquement en termes d'externalisation de nos compétences, mais aussi mobiliser un autre concept qui est celui de l'incorporation. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de proposer dans le livre, c'est-à-dire se dire qu'en fait, comme pour l'écriture, on le voit très bien, lorsque j'écris quelque chose, en fait, je pense que ça va parler à tout le monde. J'essaie de prendre toujours des exemples qui parlent pour qu'on comprenne ce qui se passe. Quand j'écris quelque chose, en tout cas quand j'ai une réflexion un peu élaborée sur un sujet, ce que je vais écrire, c'est rarement verbatim ce qu'il y avait dans ma tête. J'ai pas une réflexion dans ma tête que je vais ensuite produire et retranscrire sur le papier tel quel. En réalité, on voit très bien que à mesure que j'écris, eh bien la pensée se forme aussi. Donc il y a vraiment quelque chose dans ce dispositif qu'on appelle un dispositif technique, hein, l'écriture c'est aussi une technologie, qui vient transformer ma pensée, donc qui va me permettre de produire un écrit qui est différent de ce que j'avais dans mon esprit, mais qui va aussi changer la manière dont je pense, parce qu'après l'écriture, j'ai de nouvelles idées, elles sont plus claires, je peux changer même d'idées. Donc il y a vraiment en fait derrière le fait que je ne fais pas qu'externaliser le contenu de ma pensée, mais j'incorpore aussi de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Donc je façonne un écrit, de la même manière cet écrit me façonne. Donc il y a vraiment ce processus-là, cette métaphore que j'essaie d'appliquer au reste des technologies. J'utilise, et c'est ce qu'on a vu avec les filtres de beauté notamment, j'utilise un filtre de beauté pour façonner l'image de moi sur les réseaux sociaux, mais ces filtres de beauté viennent façonner en retour l'image et la conception que j'ai de moi-même. Donc pour comprendre comment des technologies transforment les individus, transforment les sociétés, je pense qu'on ne peut pas se contenter uniquement de la métaphore de l'extériorisation. Il faut penser aussi
incorporation. Et du coup, tu en arrives à développer un concept qui est central dans ta réflexion, concept qui n'est pas nouveau et qui a notamment été développé par Peter Sloterdijk, qui est un philosophe, celui de l'anthropotechnie. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que j'ai le sentiment que c'est quand même central, cette histoire Oui. d'anthropotechnie. Oui. Ah, c'est clairement central depuis la thèse, depuis ma thèse, où j'avais réussi quand même à le mettre dans le titre de la thèse, tellement pour moi c'était important. Cette dimension d'anthropotechnie, en fait, elle est assez... elle est pas neuve, cette idée, ce concept. En fait, anthropotechnie, c'est l'idée que anthropos, donc l'humain, est façonné par sa technique. C'est pas un concept qui émerge avec Peter Sloterdijk. Sloterdijk en plus, ok. Donc c'est pas avec lui que ça émerge. Non, ça n'émerge pas avec lui. C'est un concept qui a une assez longue histoire que j'essaie de retracer très brièvement dans le livre notamment. Mais je mobilise beaucoup Sloterdijk parce que lui, à mon sens, ce que j'en sais, lui va vraiment approfondir le concept. Parce que les autres auteurs que je mobilise vont beaucoup l'utiliser dans le cadre de l'éthique des technologies de type, dans la bioéthique, les technologies par exemple de transformation du génome, ce genre de choses. D'accord. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là, assez limité finalement. Sloterdijk va parler de toutes les anthropotechnies, et parmi les anthropotechnies, il va parler par exemple de règles de mariage, de choses comme ça, en fait, du sport, des institutions. Donc il remonte assez loin. En revanche, il ne parle pas trop de technologies actuelles. Donc moi, je remobilise ce concept-là parce qu'il me semble être essentiel pour comprendre justement l'idée que les technologies nous transforment. N'empêche que ça sonne très actuel. On arrive tout à fait à transposer sa pensée, qui je trouve assez claire. Je vais pour essayer d'apporter une définition à ce terme. Là, tu écris: l'anthropotechnie de Sloterdijk part du constat que l'humain ne naît pas fini. En tant qu'être inachevé, il doit se former activement. À cela, le philosophe ajoute qu'être humain biologiquement ne suffirait pas, il faudrait le devenir. Et donc, cette idée-là, elle est centrale dans le sens où elle nous offre un recul nécessaire. Depuis la nuit des temps, l'humain cherche à s'améliorer, donc il n'est pas fini. Et d'ailleurs, tu expliques aussi à un moment, en tout cas tu cites les travaux de deux psychologues qui sont Daniel Kahneman et Amos Tversky, comptant que l'humain tend naturellement vers une pensée du moindre effort, qu'on évite généralement la pensée analytique qui est coûteuse en effort, donc au profit d'un traitement intuitif plus rapide, moins exigeant. Et ça, on imagine que depuis toujours, c'est le cas, finalement. Oui, alors justement, quand je parle de cette conception de l'humain qui serait, selon ces deux chercheurs, un avare cognitif, je mobilise ce travail justement pour qu'on prête attention à notre grille de lecture de l'homme et donc des technologies. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que si on part du principe que l'être humain est un avare cognitif, évidemment, toutes les technologies, prothèses cognitives, de choses comme ça, qui permettent finalement une forme de délégation, vont forcément être teintées moralement négativement. Parce qu'il y a cette idée de paresse, et puis qu'on entend en fait, on entend tout le temps quand on parle. Souvent, quand je sors de conférences, il y a des gens qui viennent, qui me posent des questions et qui me disent « mais de toute façon, c'est inévitable parce que les jeunes sont paresseux, donc évidemment, ils vont utiliser ça pour faire à leur place. » Donc, en fait, ce que je dis, c'est qu'il faut se méfier dans la critique des technologies, qui est un peu ce que je fais, mais au sens critique général, c'est-à-dire analyse des technologies, des grilles morales que l'on a qui peuvent finalement orienter préférentiellement vers une grille de lecture plutôt qu'une autre. Et donc c'est un peu ça aussi que je viens, essayer de remettre en question. Et c'est là où tu vas revaloriser en quelque sorte le concept, la délégation, le fait de déléguer,
quand on te lit, on se dit, oui, pourquoi tout de suite on considère ça comme négatif? En fait, il y a des travaux de chercheurs justement qui ont essayé de réfléchir à cet effet Google, là, cette idée que notre mémoire, finalement, une part de la mémorisation, qui est un phénomène complexe, hein, de la mémorisation va se réorganiser via la possibilité en fait d'aller chercher les informations sur un moteur de recherche, quoi, finalement, sur Internet. Eux, ce qu'ils proposent, c'est la notion de cognitive offloading, c'est-à-dire de déchargement cognitif. Mmh. Et la question qu'ils posent à un moment, mais vraiment qu'ils adressent un peu trop rapidement pour moi, et qui pour moi est plutôt essentielle, c'est se poser la question de pourquoi à un moment on choisit de faire du déchargement cognitif. Pourquoi on choisit d'utiliser une technologie qui va nous libérer d'une forme de tâche cognitive. Et je pense que c'est un peu ce genre de question qu'on doit se poser, c'est-à-dire, c'est exactement ce que je réponds en général quand on me dit oui, mais de toute façon, on va tous utiliser ChatGPT et devenir bête parce que, en fait, on est paresseux. La question que je pose, c'est quelle est la dimension politique de ces usages? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit, ou pas, qu'on se sent pressé d'utiliser ces technologies-là, qui sont censées nous rendre plus productifs, qui sont censées nous faire plus vite? Est-ce que dans un monde où on aurait peut-être une charge de travail qui nous semblerait plus raisonnable, est-ce qu'on va forcément, par paresse, choisir de ne pas faire? Donc en fait, c'est ça, j'essaie de me dire, quelles sont les questions qu'on évite en parlant tout de suite de paresse, et surtout d'une paresse qui serait soi-disant naturelle? Parce que finalement, ces modèles de l'attention, du traitement cognitif analytique versus plus rapide, ils sont de plus en plus remis en question avec les neurosciences actuelles qui ont une idée du cerveau qui travaille beaucoup plus en réseau, c'est-à-dire en fait de manière beaucoup plus, si on doit penser les parties du cerveau comme une espèce de collectif, et pas de manière aussi séparée que ce que les vieux modèles de sciences cognitives avaient plutôt tendance à laisser penser, quoi. Donc ce que tu veux dire par là, c'est on évite de se poser, enfin, on a tendance à ne pas se poser la question des motivations politiques. Oui. Le fait de déléguer, d'avoir envie de déléguer, finalement, est peut-être lié aussi à une forme d'un système capitaliste qui nous empêche de prendre ce temps-là, en fait, qui nous incite à ne pas le prendre. Oui. Au même titre que je trouvais ça très intéressant, pour faire une analogie que tu fais dans le livre. Tout à l'heure, tu parlais des call centers. Finalement, on est en train de se demander comment gommer les émotions du client mécontent, comment ne pas affecter psychologiquement les employés de ces call centers, sans jamais se dire que peut-être que les call centers n'ont plus de raison d'être, n'ont pas de raison d'être, sans jamais penser au problème lui-même que posent les call centers, en fait. Voilà, exactement. Ouais. En fait, et il y a toute une partie dans le livre où je pose la question du technosolutionnisme. Et donc, je remonte un peu dans l'histoire de pourquoi technosolutionnisme, pourquoi choisir une solution technique plutôt que des changements plus profonds aussi. Et il y a encore une fois une définition de l'homme, je ne l'ai plus là en tête, mais il y a derrière ça l'idée, en tout cas dans un des fondateurs du terme technofixe, technosolutionnisme, l'idée qu'en fait, les humains sont beaucoup trop compliqués à changer, ça mettrait trop de temps, que dans leur nature, ils sont réticents au changement, encore voilà, une forme de nature humaine, quoi, qui viendrait justifier qu'on utilise plutôt une technologie pour quelque part venir compenser les défauts naturels des humains. Donc c'est ça que je trouve à chaque fois fascinant, c'est que derrière, il y a toujours une certaine idée de la nature humaine. Et donc je me dis, en fait, ces nouvelles technologies, elles sont aussi un moment qui peut nous permettre de réfléchir à ce que c'est qu'être humain, aussi à des questions plus profondes de société. Voilà, est-ce que, comme tu dis, est-ce qu'on a besoin de call center? Est-ce qu'on a besoin qu'ils fonctionnent comme ça? Est-ce que finalement, la difficulté aussi à prendre en charge ces colères des clients, elle vient pas aussi du fait qu'en fait on demande, il y a une cadence qui est trop importante. Tu parlais de capitalisme, effectivement on peut se poser aussi la question de, à partir du moment où on va produire plus grâce aux IA génératives, tout le monde dit, enfin j'entends beaucoup dans les
dans les arguments en faveur, j'arrive à faire beaucoup plus qu'avant, j'arrive à fournir beaucoup plus de travail, à produire beaucoup plus. Mais finalement, avec cette idée justement de capitalisme, est-ce qu'on ne va pas aussi avoir une forme de capitalisme qui touche déjà nos cognitions et aussi qui pourrait toucher nos émotions et qui vont nous demander plus encore, en fait. Parce que finalement, on demande toujours, et tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de conformisme avec un glissement de la norme, c'est-à-dire qu'on va se conformer à la norme permise ou produite par l'augmentation, avec des guillemets, technologique. Un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec l'image de soi physique augmentée par les technologies. C'est ce qu'on voit de toute façon dans une sphère plus restreinte, qui est celle du monde du travail, où aujourd'hui tout un tas de solutions sont proposées pour augmenter la productivité. Le mot productivité est devenu un mot tout à fait accepté. On a des applications pour augmenter notre productivité. Et effectivement, quand on pose ça à plat, on se dit qu'on ne se pose même plus la question du bien fondé de cette productivité. Est-ce qu'augmenter la productivité, c'est vraiment le dessein de l'être humain ? Moi, je n'ai pas la réponse, mais j'aurais tendance à dire que non. Et si au moins on se pose ces questions, j'ai l'impression que ça enrichit aussi le débat autour de ces technologies. Tu vois, on ne reste pas dans est-ce que ça va nous rendre stupides, mais qu'est-ce que ça vient renforcer dans la société ? Quel type aussi de... Tu vois, je parle beaucoup de justement, je trouve Sloterdijk intéressant pour beaucoup de métaphores. En fait, c'est un philosophe. Bon, je ne suis pas d'accord avec toutes les... Tu le dis d'ailleurs, que tu ne partages pas toujours tout ce qu'il dit, mais sur l'anthropotechnie, sur une partie en tout cas de son analyse de l'anthropotechnie, je le trouve assez intéressant. Il va mobiliser aussi, il est assez proche du monde du design, donc il va mobiliser des métaphores. Il y a tout un travail qu'il a fait autour des sphères, des bulles, des choses comme ça, et je reprends l'idée de la sphère pour faire cette analogie que les IA génératives émotionnelles sont un peu devenues les matrices aussi au sein desquelles est en gestation notre humanité, notre société. Et ça, c'est un truc peut-être qui a un parfum un peu de science-fiction, on dit comme ça, mais en réalité, petit à petit, là même dans notre discussion, on comprend en fait ce qui est en jeu, quel type de société, quel type d'humain en fait est en jeu à travers ces usages de technologie. Justement, tu développes ce concept, cette fois on te le doit à toi, tu parles d'e-affectivité. Oui, je parle d'e-affectivité et ça c'est vraiment central dans le livre. Si j'avais pu, c'est le titre que je lui aurais donné d'ailleurs au livre. Tes éditeurs étaient peut-être moins... complètement pas chaud. C'est sûr qu'il faut captiver l'attention. Voilà, c'est ça, il faut capter l'attention. Mais en fait, encore une fois, ce concept, l'idée, c'est pas de créer encore un énième néologisme et tout ça, mais c'est vraiment de mettre à disposition un concept qui va permettre de comprendre en fait ce qui se passe avec ces technologies. Et il y a vraiment l'idée que au fur et à mesure, elles vont venir façonner, justement par leur dimension anthropotechnique, elles vont venir façonner notre affectivité, c'est-à-dire notre rapport sensible à nous-mêmes. Et là, je donne une série d'arguments qui vont dans ce sens, aux autres et au monde. Et donc, c'est vraiment tous les aspects des changements que j'essaie d'adresser dans le livre. Le à nous-mêmes, tu vois, on en a déjà un petit peu parlé avec les filtres de beauté, mais il y a aussi une expérience qui est faite avec les transformations de voix. Et c'est d'ailleurs ce papier qui date maintenant, qui remonte de 2018, qui avait été fait avec une technologie antérieure aux IA génératives, mais qui est maintenant... qui est tout à fait faisable avec les IA génératives, c'est le protocole de vocal feedback. Je ne sais pas si ça t'avait... Justement, tu vois, comme quoi, on est tout à fait raccord, puisque c'était ce que j'allais te demander juste après. Donc oui, tu parles explique-nous peut-être ce que c'est que le vocal feedback. Oui. Alors, tout à l'heure, on parlait de la possibilité maintenant technologique de transformer la tonalité émotionnelle d'une voix en temps réel. Donc voilà, ce sur quoi se basent des startups actuelles. Eh bien, en fait, on peut utiliser cette technologie-là dans un protocole particulier qui s'appelle le protocole de vocal feedback ou rétroaction vocale. Ce en quoi ça consiste, c'est, imagine toi et moi aujourd'hui, on est toutes les deux équipées d'un micro, mais imagine qu'en plus tu as un casque. Donc tu as un casque, tu t'entends parler et
Admettons que tu parles de quelque chose de tout à fait neutre, tu vois, qui n'est pas engageant pour toi émotionnellement. Et en fait, plutôt que d'entendre ta voix naturelle, enfin la voix que tu produis, tu entends une voix qui est transformée en temps réel grâce à un dispositif qui permet de la rendre soit plus joyeuse, soit plus triste, ou voilà, ou une autre émotion modelée algorithmiquement. Et donc c'est ce dispositif-là que des chercheurs ont mis en place et se sont rendus compte, en fait, en demandant justement à des participants et des participants de lire un texte neutre, que leur émotion, avant cette lecture et après la lecture avec voix modifiée, changeait. Et elle changeait pour se conformer à la tonalité qu'ils avaient entendue. Voilà, la tonalité qu'ils avaient entendue, qui est en fait une tonalité modelée artificiellement. Donc encore une fois, un argument pour finalement se libérer en fait de cette séparation entre artificiel et réel, parce que là on a des émotions créées artificiellement, en tout cas modelées artificiellement, qui ont un effet sur mon ressenti, sur mes émotions, qui est bien réel. Tu parles d'ailleurs d'effet de contagion. Voilà, c'est ça. On a un effet de contagion émotionnelle, ou qu'on pourrait aussi dire de conformisme, en fait, quelque part. On a une conformité entre ce qui nous est dicté par la tech et ce que je ressens réellement. Et c'est là où tu expliques que ça prouve donc que nos émotions peuvent précéder nos comportements, alors qu'on a souvent tendance à voir les choses dans le sens inverse, uniquement dans le sens inverse. Et tu nous dis que ce constat, il est essentiel pour comprendre l'influence potentielle des IA génératives sur notre vie affective. Ouais. Dans le livre, je parle vraiment beaucoup des émotions, aussi de ces neuromythes, c'est-à-dire en fait des croyances qu'on a au sujet de nos émotions. Qui sont en réalité assez éloignées de comment fonctionnent réellement nos émotions, en tout cas comment ce que les derniers modèles de neurosciences affectives, parce que ma spécialité, moi, c'est vraiment les neurosciences affectives, c'est-à-dire neurosciences des émotions, ce que ces derniers modèles nous disent, en fait, du fonctionnement de nos émotions. Et l'idée, en fait, la question de qu'est-ce qu'une émotion, tout ça, c'est un truc qui remonte à très longtemps. J'ai pas fait tout le travail. Enfin, franchement, si j'avais voulu respecter la rigueur totale des professionnels, enfin voilà, de la question des émotions. J'aurais dû aussi expliquer qu'il y a une différence entre émotion exprimée, ressenti subjectif. J'en parle un peu dans le livre, mais bon, j'essaie aussi de faire en sorte que ce soit digeste, bien sûr, donc voilà. Même si je pense que je parle de beaucoup de choses, mais il y a vraiment cette idée que l'on a assez intuitivement qu'en réalité, l'émotion que j'exprime est en fait le reflet de ce que je ressens. Ce que le vocal feedback nous montre, c'est qu'en réalité, l'émotion que j'exprime peut être la cause de ce que je ressens. Donc une relation causale inverse. Moi, si je te vois pleurer, tout d'un coup, je me dis tu pleures parce que tu es triste. Alors que dans cette relation inverse, l'idée serait que tu es triste parce que tu pleures. Hyper bizarre. Parce que tu t'es... Oui. En tout cas, parce que tu t'es vu triste ou entendu triste. Tu te sens triste parce que ton comportement, en fait, va t'amener à t'évaluer comme étant triste. Et il y a vraiment tout ça. Et ça, c'est aussi hyper intéressant parce que on peut se rendre compte que parfois, on va se tromper sur soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir l'impression qu'on est dans un état émotionnel, un peu de tristesse ou d'anxiété, alors qu'en fait, ce que dit notamment Lisa Feldman-Barrett, qui est vraiment une des pionnières de cette théorie qui s'appelle la théorie des émotions construites, c'est qu'en fait, en réalité, on pense qu'on est triste, mais en réalité, en fait, on n'a juste pas bien dormi, on a faim, on a des manifestations corporelles dans notre corps, des manifestations physiologiques dans notre corps, qui ne sont pas spécifiques de telle ou telle émotion. Je peux avoir la même chose, une forme d'anxiété, mon cœur qui bat vite, des choses comme ça, qui en fait est liée à un problème purement physiologique de manque de sommeil, ou alors dans un autre cas qui va être lié au fait que je me sente triste. Donc
Donc il y a vraiment cette idée qu'on est on fait un peu avec nous-mêmes la même chose qu'on fait avec autrui, c'est-à-dire qu'on va observer ce qui se passe, les comportements, et à partir de là, déduire un état émotionnel. Tu vas d'ailleurs plus loin puisque tu expliques que cet effet de contagion ne s'applique pas qu'au champ des émotions. Tu parles à un moment d'une expérience que j'ai trouvée assez fascinante, qui est celle menée par des chercheurs de Lausanne et de Genève qui ont équipé des volontaires de casques VR, de réalité virtuelle. Et dans ce casque, ces volontaires, ils ont été exposés à des avatars, donc c'est ce qu'ils voyaient dans l'écran, à des avatars dont certains avaient la varicelle. Or, ce que les chercheurs ont constaté, c'est que les cerveaux des sujets de l'expérience avaient commencé à activer des réponses immunitaires. Donc physiologiquement, il y avait, là encore, donc, on ne parle même pas d'une émotion, mais on parle de réponse immunitaire. Et donc tu montres que si notre cerveau réagit immunologiquement à des avatars malades, en l'occurrence là atteints de varicelle, ça renforce l'hypothèse que des interactions médiées donc par des IA génératives, elles pourraient bel et bien reconfigurer nos réponses, non seulement affectives, mais aussi physiologiques. Et oui, en fait, ça c'est vraiment un des arguments aussi en faveur de changer, de l'idée de changer de grille d'analyse en fait. C'est que cette idée que ce qui va avoir des vrais effets sur nous, des effets réels, des effets dans notre corps, documentés dans notre cerveau s'il faut réfléchir en ces termes, alors que bon, le réel n'est pas uniquement ce qui est mesurable, même si certains scientifiques diraient ça, mais en réalité, c'est que même des avatars, donc des productions qui appartiennent uniquement au monde numérique, ont des effets bien mesurables sur notre biologie. Donc, ce que j'essaie vraiment au fur et à mesure, c'est de montrer, en fait, d'apporter de plus en plus d'arguments en faveur de cette idée qu'il faut peut-être se libérer de cette grille de lecture-là qui ne permet pas de comprendre. Et puis, en plus, l'idée aussi du livre, c'est que ça vienne en capacité, en fait, les lecteurs et les lectrices sur leur choix et leur manière d'observer des technologies, et pas uniquement celles qui sont là, mais celles qui arrivent. En fait, comme tout est très rapide, et que souvent on dit, mais oui, mais en fait, on n'a pas le temps de réglementer, parce Tu parlais justement tout à l'heure de cette fenêtre de tir, qui est celle dans laquelle s'inscrit l'écriture de ton livre. On est au seuil de quelque chose, on est dans un entre-deux. Voilà, une fenêtre d'opportunité. Oui, où les technologies, on en a conscience, on voit à peu près ce qui va se passer. C'est pour ça que je citais au début, d'ailleurs, le fait qu'on n'ait pas vu venir les effets des réseaux sociaux, alors qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on pourrait prédire. Et donc, avec les IA, il faudrait appliquer un petit peu la même forme d'analyse. C'est l'idée, Et du coup, c'est ce que tu dis là, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience que finalement, les IA, elles vont métamorphoser algorithmiquement nos émotions et donc la nature humaine. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a... Et c'est pas ce que je dis, quand je dis ça... je le dis pas parce que je considère que les IA ont un potentiel extraordinaire. Tu vois, je m'inscris pas dans ce discours que peuvent avoir les géants de la tech qui viennent servir quelque part leurs produits. J'essaie d'inscrire ça dans une généalogie de la philosophie, de la technique. C'est-à-dire que si on parle d'anthropotechnique, si on parlait déjà d'anthropotechnique avant les IA génératives, c'est qu'en fait, cette idée que l'humain est façonné par ces techniques, façonné par les technologies qu'il crée, c'est pas nouveau. En revanche, peut-être le type de façonnement, son intensité peut être différent avec les IA génératives. Donc il y a vraiment cette idée-là qui n'est pas simple, tu vois, mon positionnement n'est pas simple, il est très nuancé, de à la fois documenter et essayer d'anticiper ce qui peut advenir, tout en ne jouant pas le jeu, finalement, quelque part, des géants de la tech qui vont vendre leur technologie comme étant une révolution, quelque chose d'extraordinaire, et qui peut-être parfois aussi peut empêcher certains chercheurs, chercheuses technocritiques, peut-être d'aller vraiment documenter certains effets par peur de jouer le jeu, tu vois, le jeu marketing, en fait. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas y couper. Aujourd'hui, les entreprises, les géants de la tech sont peu nombreux. Et donc, ça semble presque
indissociable en fait, ces discours et l'usage qu'on fait de ces technologies. Puisque d'ailleurs, on remarque que, un truc tout bête, mais le traitement de nos données personnelles, c'est difficile de se positionner. Alors, on est tous aujourd'hui sur presque tous sur les réseaux sociaux. On a un Gmail, mais pourtant on se plaint de Oui. ces géants de la tech. Ouais. C'est aussi ce paradoxe dont tu Oui, parles oui, oui, maintenant. complètement. Ouais, ouais, c'est assez... mais pourtant, je veux dire, voilà, pour ces technologies, comme tu disais, il y a une fenêtre d'opportunité. C'est important, à mon sens, de ne pas se contenter de cet argument, justement, d'une technologie inéluctable et de sa généralisation telle qu'elle nous est proposée maintenant, effectivement, avec un design, euh, une tonalité, disons, un alignement émotionnel, c'est-à-dire un certain type d'émotions feintes et un certain type de valeurs qui vont nous façonner, nous, mais qui sont décidées par une poignée de personnes qui sont les élites de la tech. Donc il y a vraiment aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que on a peut-être des choses à jouer, à réfléchir, sur le type de technologie qu'on a vraiment envie d'utiliser et qui deviennent finalement une technologie sur laquelle on se repose beaucoup dans nos existences. Donc au moins réfléchir, se poser des questions à ce sujet, ça me semble indispensable. Mais est-ce que ça suffirait, tu penses, de se poser des questions parce que derrière les architectures de ces outils, les rouages sont fabriqués de façon relativement opaque, en plus, par ces géants de la tech qui ont des intérêts financiers. Donc on a le sentiment quand même que même si on se pose les questions, que ça va nous échapper. Alors ça dépend, parce que là, il y a vraiment la question derrière de la régulation, et en Europe, on est plus actif là-dessus, même si pour justement prendre des décisions, légiférer, il faut avoir de la matière aussi pour finalement essayer de peser et de faire des propositions sur le type de dispositif technologique que nous, par exemple, on aurait envie d'utiliser préférentiellement en Europe, tu vois. Oui. Et c'est aussi pour ça que je pose aussi les questions de ce livre. La dimension de l'anthropotechnie, elle est très peu décrite, en fait. Cette idée que vraiment ces technologies, elles peuvent façonner à la fois au niveau individuel et sociétal, c'est une dimension à prendre en compte quand il s'agit de se demander quel est le risque, en fait, parce que c'est un peu comme ça que, réglementairement parlant, on évalue ces technologies par le risque. Donc si on considère qu'effectivement il y a un vrai potentiel de façonnement des individus et des sociétés, le risque est plus important. D'ailleurs, par rapport à l'aspect légal de la chose en Europe, on parlait, pour reprendre encore l'exemple des call centers et donc de la modification de la voix, de l'emotion counseling. Justement, SoftBank qui veut... il me semble que tu parles de 2026, il voulait... Oui. Ouais. Donc là, c'était mars 2026, c'était annoncé mars 2026. Okay. Ouais. Tu expliques qu'ils auraient peut-être du mal à s'implanter en Europe, justement à cause des réglementations qui sont entrées en vigueur, et notamment le RGPD. Donc là encore, ça fait partie... Peut-être que ça ça agrandit un petit peu cette fenêtre de tir dont on parlait, et pour se poser les bonnes questions. Voilà. Mais la question aussi, je nuançais un peu ça en me disant que la manière dont ces technologies sont présentées pourrait peut-être faciliter aussi leur déploiement en Europe, parce que tu vois, si plutôt que de dire que c'est une technologie qui va transformer les émotions, on pourrait très bien dire que c'est une technologie qui va augmenter l'intelligibilité de la voix. Et ça, c'est permis. Oui, d'ailleurs, ce que tu démontres, c'est qu'en fait, en changeant un verbatim, un champ lexical, on adopte un autre champ lexical et puis on fait tout passer. Voilà, c'est ça le risque aussi. Il faut se dire que c'est pas uniquement des technologies qui sont développées au bout du monde, où on peut aussi très bien être dans le déni en disant de toute façon c'est les technologies acceptées par les Asiatiques parce qu'ils ont un autre rapport à la technologie. Ça, on l'entend très souvent, genre c'est
ce serait quelque chose qui se cantonnerait au Japon parce qu'ils sont plus technophiles, ce genre de choses. Mais en réalité, c'est pas du tout, c'est pas le cas. Et puis, SoftBank développe sa technologie dans plusieurs langues. Donc, l'idée, c'est quand même qu'ils puissent la généraliser et la proposer ailleurs. Et puis, quand on voit aussi les réglementations qu'il y a eu, encore une fois, dans le domaine du travail, des ressources humaines, ou quant à l'utilisation ou pas des IA, pour profiler les différentes candidatures, ce genre de choses. En fait, on voit très bien que les startups ont, et ça j'en parle dans le livre, ont un peu changé leur descriptif, mais finalement font la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait plus le droit, avec la réglementation AI Act, de faire des analyses automatiques via IA dans le cadre des entretiens d'embauche. Et donc, il y avait eu pas mal de startups juste avant ça qui proposaient en fait de faire ce type de prestations. Et en fait, elles ont un peu changé leur description et finalement, elles font la même chose, mais plutôt décrit comme étant du coaching, Oui. comment... Et en fait... Ça sert à pas grand-chose, mais... Voilà. Enfin, en fait, ça sert, mais il y a quand même des moyens de contourner. C'est ça que j'essaie un peu de dire dans D'où dans le l'intérêt livre. de se poser toujours la question, Oui, d'avoir un esprit critique. c'est ça. Voilà. Ouais. Autre sujet, tu parles pas mal de la perte du sourire. Alors, tu consacres pas mal de lignes au sourire. Donc, tu parles de la perte du sourire comme marqueur d'une émotion précise. Donc, avant, effectivement, le sourire indiquait basiquement une émotion, on va dire, de joie, quelque chose de plaisant, en tout cas. Et aujourd'hui, on est dans une forme d'automatisation, voire de tromperie liée au sourire. Tu dis quelque chose que je trouve terrifiant, donc j'ai envie de le lire. Ça m'a un peu glacé le sang. Tu dis « Progressivement, nos modèles cognitifs intégreraient la possibilité que certaines expressions soient artificielles. Ce recalibrage pourrait transformer la signification que notre cerveau leur attribue. Dès lors, le sourire pourrait acquérir un sens supplémentaire en devenant l'indice d'une possible dissimulation ou d'une fabrication technique. » Alors on voit très bien de quoi tu parles. Un sourire aujourd'hui, notamment quand il est généré par IA, peut nous mettre très mal à l'aise et donc a perdu finalement de son sens. Et c'est valable avec d'autres émotions. Oui, alors en fait, c'est vraiment toute la partie du livre d'anticipation, parce que j'essaie d'être quand même concrète en fait. Quand je dis, voilà, ces technologies au fur et à mesure, si elles se généralisaient, pourraient, en me fondant sur certains modèles qui sont à la fois les modèles de théorie des émotions construites. L'idée, en fait, une des idées principales de cette théorie, c'est que les émotions ne sont pas purement innées et biologiques. C'est pas une forme de code qui serait inscrit dans notre cerveau, qui nous permettrait de lire les émotions, les nôtres, les tiennes, de manière universelle. Tout le monde lirait la même chose. Façon de penser qui a été largement développée, adoptée par le passé. Exactement. Donc je fais aussi toute cette histoire-là et j'explique aussi en quoi cette manière de concevoir les émotions, elle sert aussi quelque part au développement technique d'IA, de reconnaissance émotionnelle, des choses comme ça, parce que finalement, si on a un profil un peu tout le temps le même d'expression des émotions, eh bien, on peut déléguer à une technologie le fait de le reconnaître et la technologie serait meilleure que l'humain, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais en fait, si on comprend bien que c'est pas comme ça exactement que ça se passe, eh bien, on vient aussi un peu revoir nos croyances sur les émotions, et aussi on peut comprendre que une expression émotionnelle peut soit perdre son sens qui lui a été attribué dans une culture donnée, à travers une histoire aussi, ou en acquérir un nouveau. Donc le sourire, je dis que voilà, le sourire, nous par exemple dans notre culture européenne, il a une certaine forme de désirabilité. C'est aussi pour ça qu'on va demander dans le travail émotionnel de sourire, voilà, ce genre de choses, et que du coup on a des technologies qui visent à le faire à notre place. Mais que cette fonction, en tout cas que cette interprétation, ce sens qu'on donne au sourire, qui serait un sens d'une émotion positive, il peut bouger un peu, et notamment si on se met à généraliser de telles technologies, des filtres au sourire, que ce soit dans la voix ou sur le visage. Eh bien, petit à petit, vu que notre cerveau
ne va plus forcément associer le sourire à une émotion positive de mon interlocuteur et mon interlocutrice, parce que tu pourrais très bien mettre ce faux sourire tout le temps, un peu comme tu disais, mettre le filtre en visio sur, je sais pas, Zoom par exemple, si t'as pas assez dormi, tu vois, tu peux l'utiliser pour améliorer la présentation de toi. Bien petit à petit, on apprendrait que ce sourire, c'est pas forcément le signe de ce que je ressens réellement. Même si c'est déjà le cas, hein. Enfin, il faut pas non plus être naïf. Nos émotions, le masque social, ce que je dis, en fait, c'est quelque chose qui est connu, cette idée que je ne présente pas forcément les émotions sur mon visage ou dans ma voix telles que je les ressens intérieurement, parce que tout ça c'est normé et compagnie. Mais l'idée c'est qu'en fait le masque social avec ces technologies deviendrait algorithmique, avec comme conséquence le fait qu'il serait appliqué sur mon visage, sur ma voix, sans forcément peut-être que je l'ai choisi, et sans forcément aussi avoir conscience des normes qu'il va véhiculer. Ça peut-être on en parlera, mais donc l'idée c'est que un peu de la même manière que avec la généralisation des IA conversationnelles, certains mots ont acquis un sens nouveau, c'est-à-dire certains mots sont devenus des indices qu'en fait le texte il a été rédigé par une IA conversationnelle. Et ça, on a tous un peu... caractères même. Certains caractères, voilà, les tirer... On n'ose plus les utiliser Non. de peur que notre interlocuteur, enfin notre lecteur s'imagine qu'on a utilisé ChatGPT. Oui. En tout cas, moi j'adorais le tiret quadratin, c'est Ouais. J'adorais, je l'utilisais beaucoup. Moi aussi. Et maintenant, je me dis... alors, bon, je dis maintenant, j'y pense pas tant, mais c'est vrai que parfois, ça me vient en tête, ça me vient à l'esprit. Bah oui, et en fait, ça, c'est typiquement une démonstration du façonnement. Et du façonnement qui passe par différentes étapes. C'est-à-dire qu'en fait, là, la norme de l'écriture, en fait, la manière dont tu vas écrire, va être déterminée par l'IA conversationnelle. Dans ton cas, ce que tu veux à tout prix faire, c'est te démarquer. Donc, même si c'est pour te démarquer et ne pas faire comme, tu te prives d'une manière d'écrire que tu appréciais autrefois, dans ces cas-là, pour ne pas te conformer au modèle d'écriture, de langage des LLM. Mais il y a aussi une forme de généralisation de ce style-là, même au sein de la population. C'est-à-dire qu'en fait, comme nos cerveaux, donc je parle beaucoup de plasticité dans le livre, on apprend, voilà, nos modèles cérébraux, on apprend dans un environnement donné. Et l'idée, c'est que cet environnement, il est aussi maintenant très... nourris de contenus qui sont générés artificiellement, et ça fait partie aussi de nos modèles. Donc maintenant, si tu vois ce tiret-là, si tu vois le mot crucial, vertigineux, moi personnellement, dès que j'entends vertigineux, crucial ou profondément, enfin trop d'adverbes, des choses comme ça, je me dis, ce texte a été généré par IA, et peut-être que je me trompe, notamment parce que petit à petit, on peut se mettre à écrire de plus en plus comme ces LLM. Oui, et c'est là où c'est aussi ça fait appel à d'autres biais, c'est-à-dire qu'on peut stigmatiser un petit peu, en tout cas penser à tort que telle ou telle personne a utilisé ChatGPT parce qu'elle a tel profil. Tout à fait. Et en plus, ça crée une forme de suspicion aussi, tu vois, que je pense qui se généralise, alors que j'ai quand même l'impression qu'on n'avait pas forcément besoin d'ajouter un autre facteur de suspicion dans les interactions, dans les échanges, dans les contenus, alors qu'on est quand même à un moment où il y a beaucoup, on parle énormément de désinformation, de deepfake, de choses comme ça, où la confiance envers ce qu'on lit, ce qu'on peut voir et tout ça est quand même assez mise à mal depuis ces dernières années, mais là on a en plus l'idée effectivement que les textes qu'on reçoit, est-ce que ce message que j'ai reçu, c'est en fait un message qui a été écrit complètement par IA générative, avec en plus cette idée qu'il y a quand même une forme de méfiance et même de mépris pour ce qui est écrit par IA. Je ne sais pas si tu vois, mais de plus en plus, moi je vois des espèces
de boycott un peu des messages écrits par IA. Genre, je le lis pas parce que, en fait, je vois bien que c'est écrit par une IA. Et en fait, ça se trouve, on se trompe. Et on va délégitimer un écrit parce qu'on pense que ça a été écrit... C'est là où tu parlais de la délégation. On disait qu'on accordait forcément une valeur négative à la délégation. Ouais. Néanmoins, moi, je me place. Ça m'est arrivé, par exemple, de recevoir un message de bonne année ou d'anniversaire d'un ami. Et je le vois que ça, il a écrit son message avec ChatGPT. Et ça te fait quoi ? Franchement, ça me vexe. Bah oui. Parce que je me dis, il n'a pas pris le temps de rédiger un message pour moi. Et c'est là où, en fait, il n'a pas pris le temps pour moi. Bah oui, c'est il ça. a souhaité, tu disais pourquoi on délègue. Ouais. Bah là, c'est précisément parce qu'il a choisi de déléguer. Moi, je suis moins importante dans l'ordre de ses priorités que d'autres choses, en fait. Ouais. Mais donc, ça, c'est vraiment très important parce que je pense qu'on réfléchit pas justement assez, on se pose pas assez cette question. Parce que si on a une technologie qui, en plus, tu vois, dans le style de ChatGPT ou des autres IA génératives, elles sont toujours bienveillantes. Elles ont un ton particulier, émotionnel, une tonalité émotionnelle que maintenant on perçoit quand même, qui est empathique, bienveillante, un peu... je sais pas, un peu sur un style qu'on avait tendance, nous, Français et Françaises, à qualifier un peu de nord-américain, tu vois. Oh my God, it's amazing. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ce truc-là qu'on retrouve justement beaucoup dans ces écrits-là. Le fait qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe, si on a un interlocuteur, une interlocutrice qui avait l'habitude d'en faire, tout ça, ça devient des petits indices qui font qu'on se dit, mais en fait, ce message, c'est pas la personne qui l'a rédigé, en tout cas, elle l'a pas rédigé seule. Et ça génère en nous une forme de déception, ou même si jamais on te dit que ton texte a été généré par en fait, une IA, que tu n'as pas écrit ton texte, ça crée aussi en nous une forme de honte. En fait, tu sais, souvent, je réfléchis, je me dis, est-ce qu'il y a d'autres technologies qui ont cet effet-là ? C'est-à-dire qu'on utilise, qui sont à la fois plébiscitées, qu'on nous encourage énormément à utiliser, et qui, en même temps, sont associées à une forme de honte d'usage. Écoute, je dirais, assez basiquement, la calculette. Ah ouais ? La calculatrice. Parce que parfois, il y a des calculs relativement simples que tu peux faire de tête. Moi, par paresse, et aussi parce que je n'ai pas l'esprit rapide en maths, je vais utiliser la calculette et je pense que parfois j'ai honte de l'utiliser. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais, tu sais, par exemple, tu vas payer l'addition, tu vas partager l'addition avec tes copains. Ah, et là, tu fais, alors attends, ça fait combien ? Voilà, et là, tu prends la calculatrice. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Tu vois ? Et tu peux avoir une réflexion du genre, ouais, c'était pas si compliqué. Oui, mais alors, la calculette, il n'y a pas un truc où on pousse tout le monde à l'utiliser. Non. Tu as raison, on ne pousse pas tout le monde à l'utiliser, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi finalement. Mais oui, pourquoi à ce moment-là tu l'as pas fait par toi-même ? C'est toujours la même chose, c'est qu'en fait on en revient à cette forme de nos cerveaux se ramollissent, la paresse intellectuelle, etc. Ou ça veut dire, en fait, je pense avec la calculette, c'est quelque part t'as un peu honte qu'on puisse penser que t'étais pas capable de le faire toi-même. Oui, c'est ça. Que t'as pas cette compétence. Complètement. Alors que avec l'IA générative, je sais pas tant si c'est l'idée que quelqu'un puisse penser que tu l'as pas fait toi-même, ou aussi d'une forme de tromperie ou de tricherie. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi un peu de ça. Ouais. Et ça, c'est quand même... Et bien là, on est quand même dans des affects, tu vois. Oui. On est dans des affects moraux. Donc, cette dimension, elle n'est pas assez creusée, je trouve, quand on parle de toutes ces technologies. Est-ce que, du coup, tu penses qu'on va, dans toute cette logique de normalisation, de polissage des émotions, qu'on va arriver à un trop-plein, à une envie d'un retour aux aspérités, à l'impolitesse, à l'impertinence là, c'est de l'anticipation que je te demande de faire, mais on peut imaginer ce scénario. Ah oui, mais de toute façon, dans le livre, comme je disais, en fait, moi, j'adopte une démarche qui s'appelle la science fiction science. L'idée, justement, c'est d'anticiper avec, bien sûr, de manière scientifique, donc avec ce qu'on sait déjà du fonctionnement de notre psychisme, ou alors des effets que l'on peut connaître, des mécanismes de transformation que les technologies peuvent avoir sur les sociétés, et bien d'anticiper les effets possibles de technologies émergentes. Et donc je fais vraiment tout ça, et d'ailleurs l'idée que le sourire puisse avoir en plus un sens, finalement d'indice d'artificialité, ça en fait partie de l'anticipation.
Mais ce que tu me dis, en fait, c'est exactement le pendant de ce que tu m'as toi-même partagé comme expérience. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'utilises plus une certaine ponctuation pour te démarquer des LLM. Eh bien, peut-être qu'effectivement, pour se démarquer de la tonalité émotionnelle des LLM, des filtres qui nous seraient imposés, cette injonction à la positivité, à la bienveillance, mais d'une certaine manière, effectivement, celle qui suit le modèle des IA génératives émotionnelles, eh bien peut-être que justement on irait vers plus d'aspérité, vers plus de ce qui, quelque part, serait le témoin d'une humanité, de quelque chose produit par un humain. Et d'ailleurs, qui est en plus des choses qui étaient considérées comme étant des imperfections, comme certaines personnes qui laissent dorénavant de manière consciente des fautes d'orthographe dans leurs textes, comme ça, quelques-unes, et comme ça, si on voit des fautes d'orthographe, on se dit, en tout cas, ça n'a pas été rédigé, en fait, peut-être que ce serait pareil avec le style émotionnel. Et c'est pareil déjà avec, encore une fois, l'apparence physique, avec c'est un vrai acte aujourd'hui engagé. En tout cas, ça prouve une volonté de démarcation quand on ne porte pas de maquillage. Alors, ça fait longtemps qu'on parle du no make-up, etc., qui sont des tendances comme ça, ou s'afficher sans maquillage, s'afficher avec ses défauts. Donc finalement, l'absence de retouche photo aussi, c'est ça. Est devenu un gage de personnalité, de qualité. C'est ça, tout à fait. Comme aussi le hashtag qu'il y a eu un moment... je sais pas si tu te souviens, il y avait un hashtag sur les photos Instagram, hashtag #nofilter. Ouais, c'est ça. Ouais, le nofilter, ouais, tout à fait. C'est ça. Donc peut-être en réaction, on peut avoir ce genre de choses. Franchement, c'est complètement envisageable. Alors, il y a une autre piste que tu explores, qui n'est finalement peut-être déjà plus une piste, mais qui devient quelque chose vers quoi on bascule, c'est la perte des émotions comme valeur communicative. Donc donc finalement là, on disait qu'on allait en réaction à une forme de polissage émotionnel, on va se tourner vers des émotions plus fortes. Il y a des études qui nous montrent quand même déjà que l'usage intensif des réseaux sociaux, c'est associé à une diminution de la réactivité émotionnelle et à un sentiment de détachement. Donc là, tu parles de dysphorie digitale, mais en fait, il y a une forme de dépersonnalisation émotionnelle qui nous conduit à ce que chacun évolue dans sa petite sphère affective hyper personnalisée. Donc, ce désengagement émotionnel est aussi une voie potentielle. Oui, c'est possible. C'est donc dans les différentes hypothèses et dans les différentes voies que j'explore, il y a effectivement celle-ci, avec l'idée que, encore une fois, ces technologies qui visent l'optimisation de soi, à chaque fois, nous sont présentées comme étant des technologies qui permettent de maximiser le bien-être de chacune et chacun. Ça, on a un peu l'habitude, c'est toujours l'argument de vente. Et donc, pour maximiser ce bien-être, il nous faudrait vivre dans des bulles personnalisé, de toute façon, à chaque fois, le contenu qu'on nous vend, de plus en plus, c'est un contenu personnalisé. Donc là, si je peux filtrer les émotions pour qu'elles correspondent, pour qu'elles optimisent mon état émotionnel, ce à quoi je pense, c'est, par exemple, de plus en plus, on a l'usage de capteurs un peu, tu vois, de montres connectées ou d'applis dans nos téléphones au sein desquels on va enregistrer comment on se sent à certains moments de la journée, ce genre de choses. Eh bien peut-être, et de plus en plus je pense avec le type de technologie qu'on nous propose, qui sont censés être des IA comme des assistants. En fait, on peut très bien avoir des IA assistants de notre bien-être et qui vont, en fonction de nos paramètres, comme notre rythme cardiaque, si on a bien dormi ou pas, eh bien nous proposer des contenus à une tonalité émotionnelle qui nous permettrait de se sentir le mieux possible dans la journée. Donc ça peut être, comme on a déjà des contenus qui nous sont proposés selon nos goûts, tu vois, sur des plateformes style Netflix, ou les algorithmes sur les réseaux sociaux qui sont personnalisés en fonction de ce qu'on consomme ou pas, de ce qu'on aime ou pas, eh bien, pourquoi pas, moi j'imaginais avoir des écouteurs qui, en plus d'être des écouteurs anti-bruit, pourraient être des écouteurs qui permettent de filtrer aussi l'émotion qui est perçue, tu vois, des écouteurs anti-colère avec
ton IA dans ton téléphone qui va te proposer d'activer ce mode-là si aujourd'hui il y a l'impression que tu ne te sens pas suffisamment bien pour vivre ta journée naturellement, quoi. C'est déjà des choses qu'on voit de toute façon en ligne, puisqu'on a la possibilité de masquer certains termes. Ouais. Il y a des voilà, par exemple, dans le cadre, si on veut pas se faire spoiler une série, ça arrive qu'on puisse, ou on a des trigger warnings de partout maintenant sur des contenus. On parle de safe place énormément. Ouais. Donc déjà, j'ai l'impression que cette organisation, elle s'est largement mise en place. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est jamais... On a toujours du mal à se projeter. Souvent, quand je parle de ça, les gens se disent « Mais non, mais pas du tout, mais c'est pas possible. Ça paraît tellement être de la science-fiction. » Je sais pas pourquoi, parce que le saut est minime. Parce qu'en réalité, ce mode de fonctionnement, il est déjà énormément là. Comme tu dis, en fait, on vit déjà dans nos bulles personnalisées, en fait. C'est juste l'étape supplémentaire. Et avec des dispositifs qui sont en train de se généraliser, comme les lunettes méta, tu vois, qui permettent d'avoir une forme de réalité augmentée constante portée sur soi. On peut aussi très bien imaginer des filtres visuels. Ou auditifs, où ça gomme certains mots qu'on n'a pas envie d'entendre. Exactement. En fait, c'est déjà ce qui nous est proposé. Là, c'est un peu c'est l'étape supplémentaire. Et donc, tu poses la question, est-ce que les émotions vont encore jouer un rôle de ciment social ? Oui. Tu dis, je vais te citer, les technologies qui médiatisent nos perceptions émotionnelles pourraient donc produire bien plus qu'un simple confort personnalisé. Elles pourraient nous enfermer dans des tunnels affectifs, conduisant à la dissolution de l'expérience émotionnelle partagée. Ça, je trouve ça assez fort. Ben oui, parce qu'en fait, encore une fois, là, en fait, ce que je mobilise, c'est la définition des émotions telle que proposée par Lisa Feldman-Barrett, dont je parlais tout à l'heure, qui est l'idée qu'en fait, les émotions, c'est pas juste un truc personnel que je ressens en moi, qui m'appartient. Il y a vraiment cette dimension collective des émotions, et elle dit que les émotions, c'est un outil collectif, un outil cognitif collectif, un outil qui permet de donner du sens, partagé dans une culture donnée, et qui permet effectivement à travers, dans le livre je parle beaucoup du cerveau prédictif et comment ça fonctionne, qui permet à travers ce cerveau prédictif, dont les modèles se créent à travers une expérience particulière, dans un contexte particulier, dans un environnement qui est désormais un environnement modelé par ces IA génératives, eh bien va créer ou pas, va permettre ou pas de vivre une réalité commune et partagée. Et les émotions, on n'en parle pas assez, elles ont une dimension collective, et une dimension collective qui est particulièrement importante, notamment si on pense à nos démocraties, en fait, au fait de partager un vécu qui est encore une fois particulièrement important parce que va nous mobiliser, va nous permettre d'avoir une perception aussi commune. Alors tout le monde ne pense pas exactement, l'idée c'est pas que tout le monde pense de la même manière ou vive les choses de la même manière, mais qu'il y ait au moins un terrain qui nous permette d'avoir l'impression de vivre quelque chose de commun, de partagé en fait. Et c'est là où tu mets en garde, tu dis que la guerre cognitive ne peut plus être pensée comme simple guerre de l'information ou de biais, qu'il faut renouveler les modèles théoriques à partir desquels nous pensons la sécurité cognitive, dans le sens où cette manipulation des émotions, ce remodelage des émotions sert aussi politiquement. Oui. Ça, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment toute une dimension aussi dans mon travail sur l'influence, la guerre informationnelle. Évidemment, dès qu'on parle des affects manipulés, c'est quelque chose c'est une question qui se pose et ça va intéresser aussi ces disciplines-là. Et effectivement, dans le livre, j'essaie d'étendre cette idée de guerre cognitive pour prendre encore une fois en considération dans nos réflexions la dimension émotionnelle et donc de parler pas uniquement de guerre cognitive, mais aussi parler de guerre affective, parce qu'en fait, on sait très bien, quand on parle de manipulation de l'information, tout ça, sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est beaucoup la polarisation à travers les affects qui est mise en avant, en plus des deepfakes et des choses comme ça. Mais là, en réalité, on a un peu les deux qui sont possibles, c'est-à-dire on peut créer une information
qui est parfaitement profilé pour venir répondre ou venir viser justement un profil émotionnel particulier en créant de toutes pièces, de manière synthétique artificielle, un contenu qui va mobiliser certains affects selon ce que j'aurais pu profiler aussi Ce qu'on voit auparavant. sur Twitter, par exemple. Voilà, Sur X, exactement. c'est des choses qui se passent. C'est Aujourd'hui, il y ça. a des contenus générés par IA, Ouais. des situations qui n'existent pas, Ouais. qui sont totalement virtuelles, Mm, mm. qui vont passer pour une scène réelle, qu'on va faire passer pour une scène réelle pour servir une idéologie. Oui, voilà, tout à fait. En tout cas, activer des leviers émotionnels chez une partie des utilisateurs qui sont très ciblés. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment le double profilage dont je parle dans le livre, c'est que le profilage, c'est pas juste établir des caractéristiques de personnes qu'il faudrait viser, mais il y a aussi, dans le terme profilage, il y a l'idée de la création. En fait, on va profiler des individus pour ensuite profiler, dans le sens créer une information, un contenu qui va typiquement viser en fait ces individus-là. Donc il y a vraiment cette idée d'hyper-personnalisation des contenus avec des visées qui sont plus ou moins, qui peuvent être plus ou moins malveillantes et qui vont plus ou moins affecter nos démocraties. Tu parles pas mal du rapport à la colère. Je trouve que c'est en lien justement avec tout cet aspect démocratique. La colère qui devient moins acceptable et qui donc pourrait être gommée. D'ailleurs, c'est l'un des titres de tes sous-titres d'un de tes chapitres. Gommer la colère. Voilà. Ouais. Ouais, ça, ouais. c'est ce que pourrait nous permettre justement ces IA. Exactement. En fait, ce que je me dis, c'est que là, on parlait de soft voice, qui est dans un contexte particulier, le contexte du travail, mais justement en mobilisant l'histoire des sensibilités, l'histoire des émotions, il faut avoir en tête que toutes les émotions ne sont pas perçues comme... l'expression de toutes les émotions n'est pas perçue comme étant... autant aussi légitime, et la colère, c'est souvent une émotion qui est visée comme étant indésirable et qu'il faudrait justement contrôler, gommer, qui n'a pas sa place. Et l'idée que dans le cadre, dans la sphère démocratique, politique, il y a vraiment beaucoup de critiques aussi de cette colère qui serait une émotion populiste, qui vient manipuler les foules, qui nous empêcherait d'avoir d'être raisonnable finalement. Et donc j'essaie de nuancer ça aussi, de dire que derrière, il y a encore une forme de grille morale en fait, d'acceptabilité ou non des émotions, et de réfléchir à ce que ça pourrait donner une démocratie que l'on voudrait neutriser, que l'on voudrait parfaitement rationnelle, sans émotion, ou alors... mais en même temps, attention, je n'élude pas la dimension effectivement polarisante de certaines émotions, et le fait que certaines personnes vont manipuler la colère à dessein. Donc c'est vraiment... mais c'est quelque chose qui est un sujet qui doit quand même être adressé et qui est assez subtil. Tu parles d'une étude qui a été, d'un rapport qui établit sur plusieurs années, notamment sur l'émotion dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et donc on voit que depuis une dizaine d'années, un peu plus, 15 ans, les émotions sont bien plus présentes à l'Assemblée nationale qu'avant, et qu'elles sont justement souvent manifestées de façon plus véhémente par les partis dits extrêmes, donc extrême droite et extrême gauche. Oui, c'est ça, en fait, c'est un rapport, c'est une note de l'Observatoire du bien-être, effectivement. La colère, là c'est vraiment la colère qui est visée, et associée en plus au Rassemblement national et à LFI. Et ça, dans l'argumentaire en tout cas des auteurs, ce serait un argument en faveur du fait que la colère serait une émotion populiste, et donc c'est une manière aussi de la décrédibiliser selon les auteurs. Je vais lire un passage qui résume un peu ce qu'on vient de dire sur la colère. Tu cites Sloterdijk, c'est bon, je le dis bien là. Ouais.
Cet affect, la colère, le plus inquiétant et le plus humain de tous, faut-il par conséquent l'alourdir, le brider, le réprimer? Doit-on s'écarter hâtivement de son chemin dès qu'il s'annonce chez d'autres et s'éveille en nous? Doit-on le sacrifier à chaque fois en faveur de la meilleure compréhension, une compréhension neutralisée? Tu poses une question à laquelle tu n'as peut-être pas la réponse. Est-ce qu'au sein de notre société de l'optimisation émotionnelle, le simple fait de laisser transparaître une émotion non calibrée pourra devenir un manquement moral? Donc c'est un petit peu en écho à ce que je viens de lire. Oui, en fait, il y a toute une partie du livre qui essaie d'anticiper, en tout cas qui adresse la question des changements technomoraux. Donc les changements technomoraux, c'est l'idée qu'en fait une technologie vient transformer les valeurs morales dans la société, ce qui est jugé désirable, acceptable. Et donc il y a la question effectivement que certaines émotions, peut-être avec ces technologies d'optimisation de soi, des interactions par le lissage, par le fait de gommer les émotions dites déplaisantes et amplifier les émotions désirables, comme les émotions positives, leur expression comme le sourire, et bien peut-être au fur et à mesure qu'il y aura un glissement de la norme. Et donc je parle aussi pour ça de normativité e-affective, c'est-à-dire comment nos normes du désirable, de l'acceptable vont petit à petit, encore une fois, se conformer à celles qui sont permises et véhiculées par les technologies. Donc c'est des choses qu'on doit, ça reste encore, ça répond encore à la question de la matrice des IA génératives et du type de société qu'elle vient créer, donc en gestation dans cette matrice, c'est qu'au fur et à mesure, peut-être effectivement que on va juger beaucoup plus négativement en fait ces expressions-là qui n'auront plus leur espace. Et ça, on commence un peu aussi à le voir, c'est-à-dire que à force d'interagir avec des IA qu'on dit sycophantes, c'est-à-dire qui vont toujours dans notre sens, qui vont toujours être plaisantes, nous dire qu'on a raison, petit à petit, il y a des études enfin qui montrent que on deviendrait beaucoup plus intolérant à des interactions qui ne vont pas constamment dans notre sens, à des interactions qui sont moins lisses, des interactions normales en fait, qui nous mettent en face de l'altérité, donc d'un point de vue différent, et même qui sont indispensables en fait à un fonctionnement cognitif sain, c'est-à-dire un fonctionnement cognitif qui permet de remettre en question nos propres croyances. Et ça, encore une fois, il y a des études qui montrent que la sycophancie, vraiment ce dark pattern des technologies qui sont designées pour cela, en fait, vont réduire notre compétence à se remettre en question, à vraiment changer nos croyances lorsqu'on a des évidences, en fait, des preuves qu'elles sont erronées, ou même nos comportements. Et bien ça, c'est pas permis, en fait, en tout cas, c'est moins permis avec ce type-là de technologie. Alors Nadia, on va arriver à la fin de notre entretien qui était très dense. J'espère que c'était pas trop compliqué pour nos auditeurs, mais je ne crois pas, parce qu'on est tous quand même très familiers de ces sujets-là, de ces technologies-là. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on l'a compris tout au long de notre échange, les IA génératives seraient de puissantes anthropotechnies, donc je reprends ce terme, qui vont façonner et qui ont déjà commencé à le faire finalement, l'humain de demain, l'être humain qu'on est aujourd'hui. Et c'est cette prise de conscience que nous devons avoir, c'est ça que tu dis en conclusion de ton livre. En recodant les formes d'expression émotionnelle attendues, ces technologies participent à un remodelage silencieux de nos schémas cérébraux et modifient au fil des interactions les circuits prédictifs sur lesquels s'appuient nos expériences affectives. Alors là, je lis ce que tu as écrit, mais globalement, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Oui, c'est vraiment, je pense, la dimension de façonnement. Voilà. Et élargir notre grille de lecture, c'est vraiment une question de grille de lecture, des questions qu'on se pose, ne pas penser uniquement en termes d'atrophie, mais se dire qu'en fait, il y a vraiment
un façonnement, un remodelage avec ces nouvelles technologies, notre sensibilité, encore une fois, notre sensibilité à nous-mêmes, la sensibilité aux autres et aussi la sensibilité au monde qu'on a un peu moins adressé, mais finalement l'idée que la manière dont on observe le monde, la société, nos idées aussi que l'on se fait sur des sujets de société qui sont hyper importants, et ça je l'aborde dans le livre, sont façonnés par le type de discours, par le type d'interaction, finalement par des technologies qui se mettent entre nous, entre toi et moi, mais aussi entre le monde et nous, humains. D'ailleurs, j'ai envie de citer André Leroi-Gourhan, que tu cites dans ton livre, qui est un grand préhistorien, un anthropologue que j'aime beaucoup, qui a marqué l'histoire de la préhistoire, qui dit « L'humanité change un peu d'espèce chaque fois qu'elle change d'outils et d'institutions. Être humain, c'est donc être modelé et remodelé par la technique. » Et je pense que c'est une bonne phrase pour résumer tout ce qu'on a dit. Tout à fait, ouais. Et ça montre en plus que c'est effectivement pas quelque chose d'inédit ou qui nous tombe dessus avec les IA génératives, mais qu'en fait, il y a quelque chose aussi d'humain d'être façonné par la technique. Mais la question qu'on doit se poser, c'est en fait, quel type d'humain, quel type de société on a envie de faire émerger avec les technologies qu'on crée. Nadia, merci beaucoup pour ce grand entretien. C'est vraiment, il porte bien son nom. J'ai le sentiment qu'on a appris quand même beaucoup de choses. Comme je l'ai fait dans le premier grand entretien, j'avais eu cette idée un petit peu au montage. Je vais terminer l'émission avec la lecture à nouveau de citations que je trouve parlantes, voilà, pour conclure notre réflexion. Voilà, donc encore merci d'être venue. Merci à toi. Il ne s'agit pas seulement de protéger nos cerveaux contre des manipulations externes. Encore moins de vouloir préserver une humanité pure ou intègre de l'influence des technologies. Une visée qui, après lecture de cet ouvrage, devrait apparaître comme dénuée de tout sens. Mais bien de déterminer collectivement les contours de ce façonnement plutôt que de le laisser aux mains des oligarques de la tech. Pour citer à nouveau Xavier Guchet, derrière ce phénomène, et bien d'autres du même genre, se trouvent non des postulats anthropologiques ou philosophiques, mais bel et bien des acteurs, notamment industriels, qui ont pris des décisions en fonction de leurs intérêts. Cessons donc de tourner autour du pot et portons le fer là où est le mal, non dans le ciel des idées philosophiques sur l'humain et sur le soin, mais dans les stratégies des grands acteurs industriels. Voilà, je voulais finir là-dessus.